12 février, journée internationale de l'épilepsie. Près de 60 millions de personnes sont atteintes d'épilepsie dans le monde. C'est l'un des troubles neurologiques les plus fréquents. Alors en troisième position ou en deuxième position, ça dépend derrière la migraine et les démences. Bonsoir Florence Dizy. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes entre autres un membre de l'association Épilepsie France. En France, on estime que 600 000 personnes souffrent d'épilepsie, maladie, crise, dérèglement. De quoi est-ce qu'on parle quand on évoque l'épilepsie ? D'une maladie. C'est une maladie. Voilà. D'une maladie qui génère un handicap même. On associe l'épilepsie souvent à des crises, avec convulsions, avec des rigidités musculaires. Pourtant, il existe une multitude d'épilepsies. Quelles sont les plus fréquentes ? Les plus fréquentes, ce seront les absences, donc des crises partielles, parce que tout dépend comment l'épilepsie est localisée dans le cerveau, si plusieurs zones sont atteintes ou pas. Et donc, il y a des crises partielles et la crise généralisée, la crise de grand mal, tonico-clonique. Voilà. Grand mal. Grand mal. C'est ça, la crise de grand mal. C'est une expression qu'on retrouve souvent dans l'épilepsie. Vous-même, Florence, vous êtes atteinte d'épilepsie ? Tout à fait, oui. De quelle épilepsie ? Comment ça se traduit ? Alors, mon épilepsie est généralisée. Elle a commencé à l'âge d'1 an, donc par des crises convulsives, à l'occasion de maladies comme la rhinopharyngite, donc de la température. C'était des crises, des convulsions hyperthermiques, on appelait ça comme ça à l'époque. Hyperthermique. Hyperthermique, c'est-à-dire que, par exemple, mes parents me couchaient, j'avais une température de 38, et quand eux se couchaient, j'étais à 41, quoi. Donc... Et vous avez dit, c'est dans votre première année de vie, finalement, qu'on a détecté cette épilepsie. Comme, si j'ai bien compris, la plupart des épilepsies se déclenchent, lors de vraiment du très très jeune âge. Pas toujours, non. Pour un certain nombre de personnes, elle va commencer à l'adolescence, et là, elle va durer toute la vie. Elle peut démarrer également au grand âge. Elle peut démarrer également au grand âge. Oui. Et la moitié des malades qui souffrent d'épilepsie aujourd'hui en France ont moins de 20 ans. Ce sont des chiffres qui tout de même doivent alerter, doivent secouer. On va revenir un peu sur votre, votre vécu, évidemment, de l'épilepsie. Mais d'abord, un mot, est-ce qu'on connaît les causes de l'épilepsie ? Pas toujours. Pour moi, j'ai la chance de connaître la cause de mon épilepsie, grâce à une IRM qui a été pratiquée quand l'épilepsie est revenue. Donc en fait, je suis née, première année impeccable, à partir de l'âge d'1 an, de 1 an à 10 ans, les crises convulsives, surtout de 1 an à 4 ans, ce qui m'a empêché de commencer l'école avant 4 ans. Ensuite, une crise à 7 ans, une crise à 10 ans. Puis plus rien. Et dans ma tête, dans la tête de mes parents aussi, épilepsie, c'était la crise généralisée. Or, et à 37 ans, j'ai fait une crise généralisée. C'est revenu à 37 ans ? Oui. Donc, ce qui m'a permis d'étudier, de me marier, avoir 3 enfants, sans devoir vivre la problématique épilepsie et grossesse. Parce qu'il faut savoir que pour les jeunes femmes qui souhaitent avoir des enfants, ça se prévoit 1 an à l'avance. Quand le traitement n'est pas adapté, peut avoir un impact sur le fœtus. Voilà. Alors cette épilepsie, vous l'avez dit, grand mal qui se manifeste par une perte de connaissance brutale qui entraîne une chute, et c'est là aussi que c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il y a la dangerosité évidemment en tant que telle, mais il y a aussi les chutes, les risques de noyade, au volant. Concrètement, par exemple, vous faites attention aujourd'hui, vous êtes suivi, vous prenez un traitement qui permet que ces crises s'atténuent. Comment ça se passe ? Oui, je suis sous traitement, donc c'est très important. Il y a des personnes qui sont un peu réticentes à tout ça, mais non, moi, et ainsi que de nombreuses personnes dans l'association Épilepsie France dont je fais partie, se soignent, bien sûr. Et je profite d'être dans les locaux d'un média chrétien pour dire que ça n'a aucun rapport avec la folie, parce que là, je dirais que notre pays est marqué, même si tout le monde ne va pas à la messe, mais
regarder la guérison du... C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, Matthieu, Marc, Luc, dans un évangile, chacun raconte cette histoire de l'épileptique qui est guéri, et c'est le père qui arrive, qui supplie Jésus de guérir l'épileptique, et puis Jésus le guérit en parlant d'esprit mauvais, de possession. Et ça, vous dites, ça a marqué l'inconscient, ça marque les esprits aussi? Oui, en tout cas de notre peuple, ouais. Voilà, chrétien ou pas. Et comment, justement, parce que vous dites, attention, c'est pas ça l'épilepsie. Comment vous comprenez, alors, quand vous lisez, par exemple, j'imagine que de temps en temps, vous lisez l'Évangile, comment vous comprenez, comment vous approchez finalement cet épisode? J'aimerais bien être guérie également. Je l'ai attendu longtemps. C'est vrai, ça fait partie, quand on croit et qu'on lit l'Évangile et qu'on lit précisément que les termes finalement rejoignent de manière personnelle, ça fait partie des choses qu'on espère et qu'on croit. Oui, c'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment est-ce que ma foi est assez grande pour croire que Jésus peut me guérir? Et c'est pas venu, et il y a de nombreuses années, avant que je sois reconnue travailleur handicapé, sur les conseils de mon médecin du travail, je croyais, pour moi, c'était pas nécessaire. Jésus allait me guérir un jour. Avec mon mari et mes enfants, nous sommes allés à Lourdes, pas pour cela, mais bon, il y avait j'avais quand même ma petite espérance au fond du cœur. Mais le fait que vous n'ayez pas été guéri, finalement, est-ce que ça vous a pas éloigné de tout ça et dit finalement, bien, pas de miracle, il n'a rien fait pour moi, il n'existe pas? Non, parce que je crois que le miracle, voilà, le Seigneur me le fait comprendre jour après jour. Je peux avoir une vie quasiment normale. Être ici, par exemple, ça c'est magnifique. Déjà, une vie quasiment normale, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec? Pour vivre avec, il faut prendre son traitement à heure régulière. Lorsque l'on rencontre nos neurologues, il faut bien expliquer. Moi, par exemple, mes crises d'épilepsie, je les note dans un agenda, la forme exprès pour ça. Un agenda à part, quoi, pas celui. Et donc, du coup, la forme des crises. Quelle crise j'ai eue? Vous les sentez arriver avant les crises? Non. Et j'en ai même pendant mon sommeil, ça peut arriver. Voilà. Donc là, avec le traitement que j'ai actuellement, non, mais j'en ai déjà eu beaucoup sous cette forme-là. On appelle ça des crises morphéiques, à différencier des crises nocturnes. Une crise nocturne, ça va être, je suis dans une fête, un réveillon, je fais une crise d'épilepsie. Mais je suis réveillée, c'est une crise nocturne. Voilà. Une crise morphéique, je suis endormie, et ça peut être la nuit, mais ça peut aussi être pendant une sieste, un après-midi. Florence Dizy, je rappelle que vous êtes membre de cette association Épilepsie France à l'occasion de cette journée internationale de l'épilepsie. C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, que finalement vos crises, elles ont duré pendant votre très jeune enfance, et puis elles sont revenues après vos études, après votre mariage, comment est-ce que vos proches l'ont découvert, l'ont vécu, l'ont ressenti? Mon mari et mes enfants m'apportent encore beaucoup de soutien. Ils le savaient, par exemple? Non, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était terminé. Les crises convulsives, les convulsions hyperthermiques, on les appelait comme ça. Et sauf que le neurologue avait dit à mes parents qu'il était probable que je fasse de l'épilepsie un jour. Mais ils ne me l'ont pas dit, mes parents. Pour mes parents, c'était vraiment un tabou. J'ai encore ma maman, je n'ai plus mon papa. Mais pour maman, c'est pas possible. Et parce que c'est dû, surtout, parce qu'on l'a découvert un an plus tard. Donc quand j'avais 38 ans, j'ai passé une IRM du cerveau. Et là, on a découvert pourquoi j'ai de l'épilepsie. C'est parce que, donc le nom scientifique, c'est l'hétérotopie périventriculaire. Quand nous sommes un embryon, matière grise et matière blanche du cerveau sont mélangées. À la fin de l'état embryonnaire, avant qu'on devienne fœtus, la matière grise mute. Et pour moi, elle a mal muté. Elle se sépare et il est resté des cellules de matière grise dans la matière blanche. Donc en cas de surmenage, de fatigue, de contrariété, je fais des crises. Et c'est important aussi de souligner que ça n'est pas génétique.
C'est-à-dire que ça n'est pas héréditaire, dans le sens... Une question tout de même, parce que le deuxième donc, lundi du mois de février, chaque année, se tient cette journée internationale de l'épilepsie. Vous êtes membre de cette association Épilepsie France, qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes épileptiques et aussi de faire tomber des tabous, d'ouvrir les portes. Qu'est-ce qui pèse encore aujourd'hui sur l'épilepsie? Quelles sont les idées reçues, les fausses idées reçues qui alourdissent le sujet? Eh bien, comme dans cette page d'évangile que vous avez citée, c'est la personne, non, elle n'est pas en possession de tous ses moyens, elle est possédée, elle a une maladie, c'est une maladie psychiatrique, voire bien plus grave encore, c'est de la folie, quoi. Donc cette personne, non, peut... Donc ça va surtout avoir des incidences au niveau de l'emploi. Et on va pas... Bon, bien sûr qu'une personne épileptique ne peut pas exercer n'importe quel emploi. Il n'est pas question pour une personne épileptique d'être couvreur, pompier. Non, ça c'est... faut être réaliste aussi avec soi-même, s'accepter soi-même. Les protocoles thérapeutiques, les traitements, etc., c'est un suivi pluridisciplinaire. Comment ça se passe? Vous avez un neurologue attitré? Est-ce que vous allez voir régulièrement? Oui, c'est ça. J'ai un neurologue attitré. Voilà. Parce que c'est avant tout une maladie neurologique. Oui. Et tous les patients ont leur neurologue, ont ce suivi, mais tous ne sont pas finalement atteints au même degré. Donc comment est-ce qu'on fait pour... bien, vous avez parlé tout à l'heure de reconnaissance du handicap, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on évalue? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, donc le neurologue voit, en fonction du type de crise, le traitement le plus adapté. Bon. Si l'épilepsie aussi, puis il y a des examens réguliers, électroencéphalogramme, IRM du cerveau, et c'est surtout à l'IRM qu'on peut voir où est localisée l'épilepsie, si elle est localisée à différents endroits du cerveau ou à un seul endroit. S'il s'agit d'un seul endroit, alors je prends toujours l'exemple de nos deux lobes temporaux sur les côtés. Donc par exemple, si j'ai des foyers d'épilepsie dans le lobe temporal gauche, si je suis opérée, je vais compenser avec mon lobe temporal droit, qui lui n'est pas atteint par l'épilepsie, et donc je vais pouvoir continuer à mener une vie normale. Par contre, si j'ai plusieurs foyers d'épilepsie, je ne suis pas opérable. Moi, c'est mon cas. Par contre... C'est ça, la réponse chirurgicale, elle n'est pas adaptée à votre cas. Non. Donc ça, c'est la chirurgie. Maintenant, ce qui est de plus en plus fréquent, c'est la pose de stimulateurs du nerf vague. Donc, à l'équivalent au pacemaker. Le stimulateur, c'est un petit appareil qu'un neurochirurgien pose sous la clavicule gauche. Et il monte un fil jusqu'au nerf vague qu'il va fixer. Et une personne épileptique qui bénéficie de ce traitement devra continuer à prendre des médicaments par voie orale. Ça ne changera pas. Mais ça va mettre un terme, j'ai une amie dans ce cas-là, un terme aux crises généralisées, aux graves crises. Voilà. C'est important ce que vous dites parce qu'on réalise que finalement, eh bien, la recherche est encore dynamique, est encore omniprésente et elle progresse sans cesse, elle progresse alors qu'on pourrait se dire aujourd'hui, en 2024, on a fait des progrès, mais il y a encore énormément de marge. Et par exemple, parmi les idées reçues médicales qui ont progressé, c'est la pratique du sport. Dans les années 60-70, c'était déconseillé, notamment par l'Association médicale américaine qui demandait de ne pas faire de sport pour les personnes épileptiques. Et en revanche, à part évidemment certains sports, aujourd'hui, à part certains sports, c'est l'inverse. Les médecins préconise la pratique du sport, à part le base jump et la plongée sous-marine, c'est ce que j'ai lu. Et le sport est bon, et le sport permet de progresser. Mais alors, on devrait peut-être voir certains athlètes au JO épileptiques, mais on ne le saura pas forcément. Il y a encore et toujours ce tabou qui traîne. Est-ce que vous avez, vous, des relations, des connaissances, peut-être par l'association, de gens qui témoignent que le sport leur a permis de retrouver finalement un nouvel élan et d'abaisser les crises peut-être?
Oui, c'est le cas pour nombre d'entre nous, tout à fait. Et j'ai notamment donc ici avec moi ce livre que l'association a publié dans sa revue. Nous avons un magazine qui sort 3 à 4 fois par an. Épilepsie et activité physique, une pratique adaptée à tous, aux éditions Autrement. Ouais. Voilà. Et donc, par l'association, moi je suis passionnée par exemple de natation. Je fais plus énormément de... Je passe pas longtemps à la piscine, mais j'aime nager, faire des longueurs. Pardon, bon. Je vous coupe, mais c'est pas dangereux si une crise se déclare pendant que vous êtes en train de nager? Alors normalement, donc quand j'ai découvert mon épilepsie, j'ai beaucoup... je voyais mon neurologue souvent, parce que c'était le début de la connaissance de la maladie. Et il m'a tout à fait rassurée. Il m'a dit, madame, vous pouvez conduire. Bon, la conduite automobile, pardon, on va peut-être en parler après. Mais sur la natation, vous pouvez nager. Et d'ailleurs, j'ai fait part de ce qui m'était arrivé à une de mes collègues que je connaissais depuis très longtemps. Et elle m'a dit, Florence, tu ne vas plus à la piscine seule. Moi, j'aime beaucoup nager et on ira ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, vous y allez à deux? Non, maintenant, on s'est perdu de vue. Mais maintenant, l'association Épilepsie France a sorti une vidéo. Si les auditeurs vont sur le site de l'association Épilepsie France, eh bien, ils trouveront une vidéo sur les précautions à prendre pour la baignade. Parce que malheureusement, il y a des décès par noyade, même si la personne sait nager. Et donc, c'est très simple, c'est de porter un gilet de sauvetage. Donc moi, j'arrive à la piscine avec mon gilet de sauvetage orange, voilà. Donc, je suis déjà bien vue des maîtres nageurs. Et donc, si on voit dans les couloirs, qu'on voit à la piscine, qu'on voit une personne avec un gilet de sauvetage, ça peut être aussi une personne épileptique. Tout à fait, oui, voilà. Alors, bon, c'est vrai que c'est... Moi, j'aime ce sport parce qu'il développe ma capacité respiratoire et qu'en même temps, je suis musicienne amateur et que je joue d'un instrument avant. Donc, avoir du bon souffle, c'est important. Mais en même temps, c'est un gros effort de nager sur le ventre avec un gilet de sauvetage. Au moins, vous n'y allez pas pour rien à la piscine. Le temps file déjà. Déjà, l'entretien touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup Florence d'ici d'être passée dans ce studio. Je rappelle l'adresse, épilepsie-france.com. Épilepsie-france.com, c'est le nom de l'association qui vient de fêter ses 18 ans, qui est née de la fusion du Bureau français de l'épilepsie et de l'Association pour la recherche, pour l'éducation et pour l'insertion des jeunes épileptiques. Ça fait longtemps que vous êtes en association? Oui, grâce à mes médecins traitants, mais surtout un de mes médecins traitants. J'ai été dans une association qui s'appelait Espace et qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis après, je n'y étais plus. Et c'est un de mon médecin traitant il y a peut-être une dizaine d'années, qui m'a dit ne restez pas seul avec votre épilepsie. Eh bien voilà une belle invitation, j'espère qu'elle sera entendue. Merci d'être passé dans ce studio. Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci à RCF. Merci.